Le sous-sol du bâtiment 1 de Pearl Harbor empeste la sueur, la fumée de cigarettes et le désespoir. Nous sommes le 18 avril 1942, et le commandant Joseph Rochefort fait les 100 pas entre des rangées de bureaux étroits où des cryptanalystes de la Navy, épuisés, se penchent sur des feuilles couvertes de groupes de 5 chiffres. Chaque homme dans cette pièce sait qu'ils sont en train de perdre la guerre. Le code naval japonais JN-25 se dresse devant eux comme une forteresse impénétrable. Depuis 18 mois, les meilleurs mathématiciens américains s'acharnent contre ce chiffrement. Et depuis 18 mois, ils échouent. Les chiffres se moquent d'eux. 35 333 groupes possibles, chacun représentant un mot, une phrase, un nom de navire ou un lieu. Même si l'on déchiffre les groupes, ils sont ensuite masqués par des tables additives qui changent toutes les quelques semaines. C'est un code enveloppé dans un autre code, et il tue des marins américains. En 4 mois depuis Pearl Harbor, les forces japonaises ont balayé le Pacifique. Wake est tombé, Guam est tombé, les Philippines sont sur le point de s'effondrer. Les sous-marins américains chassent à l'aveugle tandis que les porte-avions japonais frappent avec une précision chirurgicale. Le ratio de perte est dévastateur. Pour chaque navire japonais coulé, l'Amérique en perd 3. L'amiral Nimitz doit savoir où la flotte ennemie frappera ensuite. Mais le renseignement ne peut que désigner de vastes étendues d'océan. Ce que Rochefort ignore, ce que personne dans ce sous-sol ne sait ce matin humide à Hawaï, c'est que la percée viendra de la source la plus improbable. Pas d'un mathématicien de Yale ni d'un diplômé de l'Académie navale. Pas d'un expert en japonais venu de Californie. La solution viendra d'un gamin qui ne devrait même pas être là. Un adolescent de 17 ans qui a menti pour entrer dans la Navy avec un faux certificat de naissance et une voix qui déraille encore. Il s'appelle Andrew Maté Glison, et dans 6 semaines, son obsession pour ce que les autres appellent du bruit permettra de percer JN-25. Sa méthode révélera la position de la flotte japonaise, rendra possible la plus grande victoire navale américaine et sauvera des milliers de vies. Mais d'abord, il doit convaincre des officiers qu'un adolescent sans formation a vu ce que les experts n'ont pas vu depuis 1 an. Le temps presse. Les Japonais préparent quelque chose, et personne n'écoute. Pour comprendre pourquoi JN-25 semblait invincible, il faut comprendre son élégance terrifiante. Introduit le 1er juin 1939, il est conçu pour résister à l'analyse occidentale. Contrairement au code simple, JN-25 fonctionne en 2 étapes. D'abord, les messages sont convertis en groupes de 5 chiffres à partir d'un codebook de 30 000 entrées. Ensuite, chaque groupe est modifié par des additions aléatoires issues de tables additives. Ainsi, un code devient une infinité de variantes. Les tables changent constamment. Même avec du matériel capturé, Agnès Driscoll ne progresse pas. En 1942, seulement 1% du trafic est lisible, souvent obsolète. Les experts tentent tout. Analyse de fréquence, statistiques, répétition. Rien ne fonctionne. L'amiral Ernest King s'impatiente. Cela ne peut pas continuer. Mais aucune solution. L'Office du renseignement estime qu'il faudra 2 ans. D'ici là, la guerre pourrait être perdue. Les messages japonais s'accumulent, incompréhensibles. Les enjeux sont énormes. Sans ce code, l'Amérique combat aveugle. Le capitaine Laurence Safford pense le problème insoluble. Nous cherchons des motifs dans le chaos. Et pourtant, un jeune de Fresno va prouver le contraire. Andrew Maté Glison, né le 4 novembre 1921, s'engage le 8 décembre 1941 avec de faux papiers. Il a 17 ans. Trop jeune, trop mince. Mais il est déterminé. Il voit des motifs là où les autres voient du chaos. En janvier 1942, il est affecté à OP-20G. Il trie des messages, sans autorisation d'analyser. Pendant 2 mois, il observe. Il ne peut pas ignorer les motifs. Il note tout en secret. Avril 1942. Après 10 semaines, il remarque quelque chose d'impossible. Il est 2 heures du matin. Il étale 60 messages interceptés. Il observe que certains indicateurs utilisent des lettres spécifiques selon la direction. Personne ne l'a noté. Il fait une hypothèse. Si ces structures non chiffrées suivent un schéma, alors on peut en déduire une partie des tables additives. Et si on récupère une partie des tables, on peut commencer à déchiffrer le contenu. Andrew prend son crayon. Il fait les calculs. Ses mains tremblent légèrement. L'idée est d'une simplicité presque stupide. Les véritables cryptanalystes y ont sûrement pensé. Pourtant, il vérifie les journaux d'analyse. Rien. Personne ne suit cette piste. À 5 heures du matin, il a testé son hypothèse sur 5 messages. Ça fonctionne. Il peut reconstituer les additifs des indicateurs avec une précision de 73%. Sa méthode rudimentaire, crayon et papier, lui a ouvert une brèche dans un système supposé inviolable.
Il doit en parler à quelqu'un. Mais à qui? Ce n'est qu'un gamin, un simple trieur de messages. Les vrais cryptanalystes remarquent à peine sa présence. Marshall Hall Jr. L'un des mathématiciens principaux, lui a dit un jour, « Fiston, tu es ici pour classer des papiers, pas pour jouer au déchiffreur. » Andrew s'approche du lieutenant-commandant Howard Angstrom lors du changement d'équipe du matin. « Mon commandant, je crois avoir trouvé quelque chose dans le trafic JN25. Les en-têtes d'indicateurs pourraient être. » « Pas maintenant, Gleason. On est occupé. » « Mais mon commandant, si nous connaissons la structure en clair de Gleason, je ne le répéterai qu'une fois. Tu es ici depuis 10 semaines. Agnès Driscoll casse des codes depuis avant ta naissance. Joe Rochefort a combattu pendant la Première Guerre mondiale. Nous avons des mathématiciens de Yale et des cryptographes de l'Académie navale qui travaillent 16 heures par jour là-dessus. Tu penses vraiment avoir vu quelque chose qu'ils ont tous manqué? Peut-être. Je les calcule. Je peux montrer. Ça suffit. Retourne trier les messages. C'est ton travail. Fais ton travail. Andrew retourne à son bureau, carnet en main. La percée est là, validée à 73%, et personne ne veut l'entendre. Dans ses notes, il écrit « Il pense que je suis trop jeune pour compter. » Peut-être. Mais les mathématiques, elles, ne se soucient pas de mon âge. Pendant 3 semaines, Andrew Gleason garde sa découverte pour lui. Il l'affine, la teste sur davantage de messages, améliore sa précision à 81%. Il développe des tests statistiques pour valider les additifs récupérés. La méthode fonctionne. Il le sait. Mais personne n'écoute un trieur de messages de 17 ans. Puis, le 11 mai 1942, tout change. L'amiral Nimitz arrive dans le bâtiment 1 pour un briefing d'urgence. Le trafic radio japonais a explosé. Quelque chose de majeur se prépare. L'équipe de Rochefort sait qu'il s'agit d'une grande offensive, mais ne peut pas en déterminer l'emplacement. Les interceptions partiellement déchiffrées mentionnent un lieu désigné AF. Est-ce l'Alaska? L'Australie? Les Aléoutiennes? Ils sont aveugles. Dans la salle de briefing, l'attention crépite comme de l'électricité statique. Rochefort présente ce qu'ils savent. Nous lisons peut-être 5% du trafic actuel JN25, monsieur. Nous pouvons confirmer des mouvements majeurs de porte-avions, mais les lieux et le calendrier restent flous. Les tables additives changent trop souvent. Nous ne pouvons pas les casser assez vite. Nimitz fixe la carte. Commandant, je dois savoir où ils vont frapper. Si je déploie la flotte au mauvais endroit, nous perdons le Pacifique. Tout dépend de vous. Monsieur, nous faisons tout notre possible. Andrew Gleason se lève. Il ne le voulait pas. Son corps agit seul. Toutes les règles militaires disent qu'il devrait se taire. Il est le plus bas gradé dans la pièce. Mais les mots sortent. Monsieur, je crois savoir comment casser les additifs. La salle explose. Des officiers parlent en même temps. Qui est ce gamin? Comment un matelot est-il entré ici? Rochefort semble vieillir de 10 ans en 10 secondes. Gleason, asseyez-vous, siffle Angstrom. Mais j'ai testé une méthode. Gleason, asseyez-vous. Nimitz lève la main. Silence total. Laissez-le parler. Andrew a la bouche sèche. Il n'a jamais parlé à un amiral. Il sent tous les regards sur lui. Sa voix se brise. Monsieur, les en-têtes d'indicateurs dans le trafic Tokyo-Berlin utilisent des alphabets séparés. AAM dans un sens, NAZ dans l'autre. Si on suppose que le texte en clair suit le même modèle, on peut récupérer les tables additives par soustraction. Je l'ai testé sur 47 messages avec 81% de précision. Le lieutenant-commandant Thomas d'ailleurs se penche. ATT la vérité lui semblait désormais absurde. 18 ans, monsieur. Nimitz sourit légèrement. Quand cette guerre sera finie, tu iras à l'université. C'est un ordre. Des hommes comme toi ne devraient pas classer des messages. Ils devraient enseigner la cryptanalyse à la prochaine génération. Il marqua une pause. Mais pour l'instant, continue à casser leur code. Nous comptons sur toi. La guerre du Pacifique devait encore durer 2 années brutales. Mais à partir de juin 1942, l'Amérique combattit les yeux ouverts. Et chaque victoire, chaque vie sauvée, chaque embuscade réussie remontait, en partie, à un adolescent qui avait menti sur son âge et brisé par hasard un code réputé incassable. Appel à l'action numéro 2. Ce genre d'histoire n'est pas enseigné à l'école. De vraies personnes prenant des décisions impossibles sous une pression extrême. Si vous appréciez, likez et partagez avec quelqu'un qui aime l'histoire militaire. Et regardez notre vidéo sur la bataille de Midway pour comprendre comment ce renseignement a tout changé. Lorsque la Seconde Guerre mondiale prit fin en août 1945, Andrew Gleason fut confronté à un choix. La Navy voulait le garder.
La toute nouvelle National Security Agency avait besoin de cryptanalystes expérimentés. On lui proposa un grade, un salaire, une carrière dans l'ombre. Mais l'ordre de l'amiral Nimitz résonnait encore dans son esprit. Tu iras à l'université. Il entra à Yale à l'automne 1946 comme étudiant de première année, bien qu'il ait déjà accompli des travaux que la plupart des doctorants en mathématiques auraient enviés. Il ne parla jamais de son service pendant la guerre. Le décryptage resta classifié. Ses camarades ignoraient que ce garçon discret en cours de calcul avait contribué à la victoire de Midway. Mais la guerre l'avait changé. Ce sous-sol de Pearl Harbor lui avait montré ce que les mathématiques pouvaient devenir lorsqu'elles étaient appliquées à des problèmes réels, non pas des abstractions théoriques, mais des énigmes concrètes où des vies étaient en jeu. Il obtint son diplôme de Yale en 1949 et rejoignit le département de mathématiques de Harvard, où il passa les 40 années suivantes à résoudre des problèmes que tous les autres pensaient impossibles. En 1952, il résolut le 5e problème de Hilbert, l'un des défis les plus célèbres des mathématiques. En 1957, il publia le théorème de Glisson, qui révolutionna la mécanique quantique. Ses travaux sur la théorie de Ramsey, la théorie du codage et l'enseignement des mathématiques influencèrent des générations d'étudiants. Il reçut le prix Newcomb Cleveland, présida l'American Mathematical Society et occupa la chaire Hollis de mathématiques à Harvard. Mais son rôle dans le décryptage resta classifié jusqu'en 1996, lorsque la NSA commença à déclassifier les documents cryptologiques de la Seconde Guerre mondiale. Les chercheurs découvrirent alors l'histoire complète de JN25, de LOP20G et de la méthode de soustraction des indicateurs qui avait percé le code naval japonais. Le nom d'Andrew Glisson apparut dans les rapports historiques, bien qu'il fût alors dans sa soixantaine, plus intéressé par l'enseignement que par les gloires passées. Dans une rare interview en 1990 sur son travail de guerre, Glisson déclara « J'étais jeune, naïf et chanceux. Les véritables héros étaient des gens comme Rochefort et Driscoll, qui avaient lutté contre ce code pendant des années. J'ai simplement remarqué quelque chose qu'ils n'avaient pas eu le temps de voir. Cela prouve que parfois, il faut un regard neuf sur un problème. Les experts avaient tellement fixé JN25 qu'ils ne voyaient plus leurs propres hypothèses. Les chiffres racontent mieux l'histoire que les mots. Avant la percée d'Andrew Glisson en mai 1942, LOP20G ne décryptait que 5% du trafic JN25. Après sa méthode, ce chiffre monta à 40% en quelques semaines et à 75% avant la fin de l'année. Les historiens estiment que les renseignements issus de JN25 ont contribué à la destruction de plus de 800 navires japonais, sauvé au moins 50 000 vies américaines et raccourci la guerre du Pacifique d'environ 18 mois. Andrew Glisson mourut le 17 octobre 2008 à l'âge de 86 ans. Les nécrologies se concentrèrent sur ses contributions en mathématiques, le 5e problème de Hilbert, la mécanique quantique, la réforme de l'enseignement. La guerre fut rarement mentionnée. Peu de gens savaient. Mais au musée cryptologique du siège de la NSA, une petite exposition est consacrée à JN25. On y cite Agnès Driscoll, Joe Rochefort, Marshall Hall Jr. et d'autres figures légendaires de la cryptanalyse américaine. Et dans un coin, une photographie montre un jeune marin au visage encore enfantin, en uniforme mal ajusté, debout devant un bureau couvert de groupes de 5 chiffres. La légende indique Matelot Andrew Monsieur Glisson, OP20G, 1942. Sa méthode de soustraction des indicateurs a contribué à casser JN25 et à gagner la bataille de Midway. Il n'est pas mentionné qu'il avait 17 ans, ni qu'il avait falsifié son certificat de naissance. Mais les historiens le savent. Et maintenant, vous aussi. La leçon ne concerne pas le mensonge pour entrer dans l'armée, bien que des milliers de jeunes hommes aient fait exactement cela pendant la Seconde Guerre mondiale. La leçon concerne ce qui devient possible lorsqu'une personne refuse d'accepter qu'un problème est insoluble. Lorsque des yeux neufs se posent sur de vieilles hypothèses. Lorsqu'un enfant qui ne devrait pas être dans la pièce prend quand même la parole. Le code n'était pas vraiment incassable. Il avait seulement besoin de quelqu'un qui ignorait qu'il était censé être impossible. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour changer le monde.